Le tarmac trembla avant que quiconque n'entende les rotors. Puis le ciel au-dessus de l'hôpital général de Seattle se déchira alors que 4 hélicoptères Black Hawk descendaient dans une formation de combat habituellement réservée aux zones de guerre, non aux parkings civils. La poussière tourbillonna, aveuglant l'équipe de sécurité de l'hôpital terrifié qui se précipita pour bloquer l'atterrissage. Ils n'eurent aucune chance. Une douzaine de Marines en équipement tactique complet touchèrent le sol, armes au près, ignorant le chirurgien en chef hurlant. Leur capitaine ne demanda pas le directeur. Il ne demanda pas un docteur. Il marcha droit vers l'entrée terrifiée des urgences et hurla un nom qui figea tout le personnel. « Nous avons besoin d'Ange 6. » Où diable est Ange 6? Le sol en linoléum de la salle d'urgence de l'hôpital général de Seattle était une nuance distincte de gris stérile, une couleur que Clara Holloway connaissait intimement. Elle la connaissait parce qu'elle passait la plupart de ses quarts de 12 heures à le fixer, la tête baissée, essayant de se faire aussi petite que possible. Pour les chirurgiens traumatologues de haut vol et les internes au visage frais, Clara était juste l'infirmière lente. Elle était la femme de 40 ans, avec la lourde boiterie dans sa jambe gauche, qui ne pouvait pas courir quand un code bleu était appelé. Elle était celle reléguée à changer les bassins, mettre à jour les dossiers et s'occuper des ivrognes non critiques qui erraient les vendredis soirs. Ils ne savaient pas pourquoi elle boitait et franchement, aucun d'eux ne se souciait d'assez de demander. « Bougez, Holloway, vous bloquez le couloir. » Dr. Adrian Prescott claqua, passant devant elle avec l'épaule. Prescott était le chirurgien traumatologue vedette de l'hôpital. Brillant, beau et complètement insupportable. Il avait une mâchoire qui pouvait couper le verre et un ego qui exigeait son propre code postal. Clara trébucha légèrement, agrippant le bord du poste d'infirmière pour se stabiliser. Sa jambe gauche, celle tenue ensemble par 3 broches en titane, et un tas de tissu cicatriciel élançait avec une douleur sourde et familière. « Désolé, docteur, murmura-t-elle, sa voix rauque. Ne soyez pas désolé. Soyez plus rapide. » Prescott jeta par-dessus son épaule sans rompre le pas. « Nous avons un carambolage multivoiture arrivant dans 10 minutes. Si vous ne pouvez pas suivre, allez travailler en gériatrie, ou mieux encore, à la morgue. Ils ne bougent pas vite là-bas. » Quelques-unes des jeunes infirmières gloussèrent nerveusement. Elles idolâtraient Prescott. Pour elles, Clara faisait juste partie du mobilier. Un meuble légèrement cassé que l'administration n'avait pas encore eu le temps de remplacer. Clara ajusta ses blouses et retourna organiser le chariot de fourniture. Elle ne laissa pas les insultes piquer. Elle avait été insultée par des hommes bien plus effrayants qu'Adrian Prescott. Elle avait été hurlée dessus par des sergents instructeurs sous la pluie battante de Perry Island et maudite par des commandants localisés blessés dans la poussière de Kandahar. L'arrogance de Prescott était le chant d'un grillon comparé au rugissement d'un obus de mortier. Mais elle garda cela pour elle. Ici, elle était juste Clara, pas lieutenant-commandant, pas infirmière de vol Holloway, et certainement pas l'indicatif qu'elle avait enterré profondément dans son dossier personnel il y a 7 ans. Et Clara, Sarah, une jeune infirmière gentille mais dépassée, chuchota en se dépêchant avec un plateau de poche d'IV. « Ignorez-le, il est juste stressé. Le tableau dit que nous avons un VIP arrivant avec les victimes de l'accident. Un enfant de sénateur ou quelque chose. » « C'est bon, Sarah, » dit Clara doucement, ses yeux scannant le chaos des urgences avec une précision qui passa inaperçue. Tandis que les autres voyaient du bruit et de la panique, Clara voyait des motifs. Elle voyait que le lit 4 allait entrer en choc avant même que les moniteurs ne bipent. Elle voyait que l'interne au lit 7 tâtonnait l'intubation, mais elle resta silencieuse. Elle avait appris à la dure que dans le monde civil, une infirmière boiteuse n'était pas censée diagnostiquer. Elle était censée aller chercher des couvertures. Les portes automatiques s'ouvrirent avec un sifflement et les ambulanciers se précipitèrent, poussant un brancard transportant un adolescent couvert de sang.
Homme 17, non retenu conducteur, trauma contondant à la poitrine. L'ambulancier cria. Prescott fut là instantanément, aboyant des ordres. Emmenez-le à la baie 1. Je veux une radio pulmonaire et un bilan complet tout de suite. Restez en dehors du chemin. Nous avons besoin d'espace pour travailler. Clara recula contre le mur, ses mains jointes derrière le dos. Elle regarda Prescott travailler. Il était bon, elle devait l'admettre. Ses mains étaient instables, mais il était arrogant. Il traitait le patient, pas la personne, et il manquait quelque chose. De son point de vue, Clara pouvait voir les veines du cou du garçon se distendre. Elle regarda la façon dont sa poitrine se soulevait inégalement. Le moniteur montrait sa pression artérielle chuter, mais son rythme cardiaque ne montait pas aussi haut qu'il le devrait pour un choc hypovolémique. Tamponnade cardiaque, la pensée de Clara murmura. Au pneumothorax sous tension du côté droit, les bruits respiratoires seront absents. Elle fit un demi-pas en avant. « Docteur, dit-elle, sa voix basse mais ferme, vérifiez les bruits de son poumon droit. La trachée dévie légèrement. » Prescott se retourna, son visage rougi par l'adrénaline et la rage. « Excusez-moi, ai-je demandé une consultation de la galerie des curieux? Je suis l'interne ici, Holloway. Je sais à quoi ressemble un poumon collabé, et ce n'est pas ça. Allez me chercher 2 unités de O négatif et taisez-vous. » Clara se pinça les lèvres. Elle vit l'interne, un jeune homme nommé Davis, la regarder avec pitié. Ils pensaient tous qu'elle essayait de jouer au docteur. Elle se retourna et boita vers la banque de sang, son poing serré à son côté. Le fantôme de la douleur dans sa jambe s'enflamma, un rappel de la nuit où elle avait gagné cette boiterie. La nuit où elle avait été suspendue la tête en bas dans un fuselage en feu, gardant un sergent de marine en vie d'une main, tout en utilisant l'autre pour garrotter sa propre cuisse brisée. Elle récupéra les poches de sang, vérifiant les étiquettes 3 fois, une habitude qui ne mourut jamais. Quand elle retourna à la salle de traumatologie, le chaos avait escaladé. Le garçon s'effondrait. « La tension est de 60 sur 40, cria Davis. « Nous le perdons. Poussez de l'API vite! » Prescott rugit. « Où est-ce que sang? Holloway, bougez votre cul! » Clara tendit le sang, ses yeux se fixant à nouveau sur la poitrine du patient. C'était pire. La déviation était maintenant visible. Si Prescott ne décompressait pas cette poitrine dans les 60 secondes suivantes, le garçon serait mort. « Il a besoin d'une décompression à l'aiguille, » dit Clara plus fort cette fois. « 2e espace intercostal droit, maintenant. » La pièce devint silencieuse pendant une microseconde. Prescott jeta son stéthoscope sur le plateau avec un claquement. Il s'approcha de Clara, envahissant son espace personnel, la dominant. « Sortez, siffla-t-il. Sortez de ma salle de traumatologie. Vous êtes relevé de vos fonctions. Sortez avant que la sécurité ne vous traîne dehors. » Clara le regarda dans les yeux. Pendant une fraction de seconde, l'infirmière lente disparut et quelque chose d'acier et de dangereux vacilla dans son regard. Mais elle cligna des yeux et se fut partie. « Oui, docteur, dit-elle. » Elle se retourna et boita, le son de sa démarche inégale résonnant sous le bip des alarmes. Elle marcha vers la salle de repos, son cœur battant, non pas de peur mais de frustration. Elle savait que le garçon allait faire un code, et elle savait que Prescott ne le remarquerait pas avant qu'il ne soit trop tard. Elle était juste en train de se verser une tasse de café éventée quand le sol trembla. Ce n'était pas un tremblement de terre, c'était une vibration qui fit teinter les tasses sur l'étagère. Un rythme de cognement profond qu'elle ressentit dans ses os avant de l'entendre avec ses oreilles. Thwop, Clara se figea. Elle connaissait ce son. Chaque cellule de son corps connaissait ce son. C'était le son du salut et le son de la destruction. Rotors lourd. Elle se dirigea vers la fenêtre de la salle de repos qui donnait sur le parking. Ses yeux s'écarquillèrent. Approchant du sud, volant bas et vite au-dessus de l'horizon de la ville, se trouvaient 4 formes noires.
pas le rouge et blanc des hélicoptères d'évacuation médicale. Ceux-ci étaient en noir mat et vert olive, militaire. Le système de sonorisation de l'hôpital crépita. La voix de la réceptionniste trembla. Sécurité à l'entrée principale. Nous avons des aéronefs non autorisés atterrissant dans le parking. Répétez atterrissage non autorisé. Aux urgences, la panique passa du garçon mourant aux fenêtres. Patients et infirmières se pressèrent contre la vitre. Est-ce une attaque terroriste? Quelqu'un cria. Non, cria le docteur Prescott, essayant de reprendre le contrôle de son étage. C'est probablement juste un exercice qui a mal tourné. Ignorez-le. Concentrez-vous sur les patients. Mais il était impossible d'ignorer. Le rugissement était assourdissant maintenant. Le premier hélicoptère, un UH-60 Black Hawk sans marque autre qu'un numéro de série gris terne, s'élargit agressivement au-dessus des rangées de voitures garées. Le souffle des rotors fit déraper une voiture compacte sur le côté. Clara regarda depuis la salle de repos, son café oublié. Elle pressa sa main contre la vitre. « Que font-ils ici ?» pensa-t-elle. « Ce n'est pas une zone d'atterrissage désignée. Ils arrivent chauds. » Elle regarda le premier hélicoptère se poser, ses roues effleurant à peine l'asphalte avant que les portes latérales ne s'ouvrent en grand. Ils n'attendirent pas que les rotors ralentissent. Des hommes en sortirent en masse. Clara les compta instantanément. 12 gilets porte-plaques complets. Carabines 4, étui de cuisse, casque rapide avec communication. Ce n'était pas un transport de la garde nationale. C'était une force de réaction rapide. Elle plissa les yeux. Les écussons sur leurs épaules étaient velcroés, gris foncé sur noir, mais elle reconnut l'insigne de l'unité, un poignard transperçant un globe. Force Recon. « Oh mon Dieu !» Clara murmura. Les deuxième et troisième hélicoptères atterrirent dans un périmètre serré, bloquant la baie d'ambulance. Le quatrième planait au-dessus, assurant la surveillance, son tireur d'élite penché hors de la porte ouverte. Les portes des urgences s'ouvrirent en temps grand, mais ce n'étaient pas des patients qui entraient. C'était le gardien de sécurité de l'hôpital, un homme âgé nommé Frank, courant en arrière, les mains levées. « Je n'ai pas pu les arrêter », cria Frank. « Ils ont des armes. » Derrière lui, les doubles portes furent ouvertes d'un coup de pied si fort que l'une d'elles se détacha de ses gonds. 3 Marines entrèrent les premiers, balayant la pièce avec leurs fusils. Ils ne visèrent pas les civils, mais leur discipline était terrifiante. Ils se déplaçaient comme de l'eau coulant autour des brancards et glaçant la pièce de leur présence. « Tout le monde reste exactement où il est », cria le marine de tête. Sa voix était amplifiée par le micro-gauche tactique, résonnant à travers le petit haut-parleur de son gilet. Main visible, pas de mouvement brusque. Le docteur Prescott sortit de la salle de traumatologie, ses gants couverts du sang de l'adolescent. Son arrogance, habituellement son armure, était maintenant une responsabilité. « Qui pensez-vous être ?» demanda Prescott, marchant vers les hommes armés. « C'est un hôpital. Vous ne pouvez pas simplement débarquer ici avec des armes. J'ai un patient en train de mourir là-dedans. » Le marine de tête ne s'y a même pas. C'était un géant, mesurant facilement 1,93 m, avec une cicatrice traversant son sourcil. Il s'avança simplement et repoussa Prescott d'une main. Ce n'était pas une poussée violente, juste un renvoi d'un obstacle. Prescott trébucha de 1,5 m en haletant. « Je suis le capitaine Luce Thorne, corps des Marines des États-Unis. » Le géant tonna. « Et je ne suis pas ici pour votre patient, docteur. Je suis ici pour mon soldat. »« Votre soldat ?» bégaya Prescott, son visage devenant violet. « Nous n'avons aucune admission militaire aujourd'hui. Vous avez le mauvais hôpital. » Le capitaine Thorne l'ignora. Il tendit la main et activa sa radio. « Commandement, nous avons sécurisé le hall. Recherche d'actifs. » Il sortit un morceau de papier plié de son gilet tactique et le déplia. Il regarda autour de la pièce.
ses yeux scannant les visages terrifiés des infirmières et des médecins. « Je cherche un ancien militaire », annonça Thorne, sa voix résonnant sur le carrelage. « Nous avons des informations selon lesquelles elle est employée dans cet établissement. Nous avons besoin d'elle immédiatement. C'est une question de sécurité nationale. » La pièce était silencieuse. « Qui ?» demanda Prescott, sa voix tremblant légèrement. « Qui cherchez-vous » Thorne regarda le papier, puis de nouveau la pièce. Son nom est Clara Ara Holloway, mais dans le corps, elle était connue sous le nom d'Ange 6. Un soupir traversa la pièce. Les têtes se tournèrent lentement, douloureusement, les yeux se déplaçant vers l'arrière du poste d'infirmière, vers la porte de la salle de repos. Le docteur Prescott parut confus. « Holloway, l'infirmière femme de ménage ?» Il laissa échapper un rire incrédule et sans voix. « Vous plaisantez, vous avez fait atterrir 4 hélicoptères pour la femme qui vide les bassins. » Les yeux de Thorne se rétrécirent. Il fit un pas vers Prescott et l'air dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Surveillez votre ton, civil. Vous parlez d'une récipiendaire de la Navy Cross. » Le silence qui suivit fut absolu. Clara Ara se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle de repos. Elle avait tout entendu. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle n'avait pas entendu cet indicatif depuis des années. Ange 6, elle lissa ses blouses. Elle prit une profonde inspiration. Elle ne voulait pas ça. Elle avait passé 7 ans à se cacher de ça. Mais elle connaissait l'expression sur le visage du capitaine Thorne. Elle connaissait cette posture. Il n'était pas là pour une réunion. Quelqu'un était en difficulté, en grande difficulté. Clara Ara poussa la porte. Le grincement des gonds résonna comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. « Je suis là », dit-elle. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. Chaque tête se tourna. Le docteur Prescott la regarda, la bouche ouverte. Le jeune interne Davis regarda des Marines et Clara Ara et vice-versa. Le capitaine Thorne se retourna. Quand il la vit, les lignes dures de son visage s'adoucirent juste une fraction de seconde. Il vit le gris dans ses cheveux, les rides de fatigue autour de ses yeux, et il vit la façon dont elle s'appuyait sur sa jambe gauche. Mais elle ne vit pas de. Il se mit au garde à vous. Ses bottes claquèrent ensemble avec un craquement qui fit sursauter l'infirmière du triage. Il porta sa main à un salut net et précis. « Madame, dit Thorne, sa voix respectueuse. « Capitaine Thorne, première reconnaissance. Nous requérons votre assistance. Nous avons une situation catastrophique sur le terrain et le chirurgien de vol est hors de combat. Nous avons un événement à victimes multiples impliquant une unité secrète à 30 miles au nord. Ils sont piégés dans un ravin. Nous ne pouvons pas faire atterrir une évacuation médicale, mais nous pouvons faire planer un hélicoptère. » Il baissa la main. « Nous avons besoin d'une infirmière de vol certifiée au combat pour un sauvetage en angle aigu. Nous avons vérifié la base de données. Vous êtes le seul dans la zone des 3 États avec cette qualification. » Clara Ara le fixa. « Capitaine, je n'ai pas volé depuis 7 ans. Ma jambe. » « Nous n'avons pas besoin de vos jambes, madame, » dit Thorne intensément. « Nous avons besoin de vos mains et nous avons besoin de votre cerveau. Il y a 7 Marines qui saignent à mort sur une montagne en ce moment. L'un d'eux est le fils du général. Ils vous ont spécifiquement demandé. »« M'ont demandé ?» Clara murmura. « Non, » Thorne se corrigea. « L'unité immobilisée. Ils n'ont pas demandé une infirmière. Ils ont radiodiffusé qu'ils ne laisseraient de personne les toucher sauf Ange 6. Ils ont dit que vous aviez servi avec leurs camarades à Fallujah. » Le souffle de Clara Ara se coupa. « Fallujah, c'est... » commença-t-elle, sa voix tremblante. « C'est le commandant Ricks ?» Thorne hocha la tête d'un air sombre. « C'est lui. » Oui, et il est critique. Clara Ara n'hésita plus. L'infirmière lente s'évapora. La femme qui s'excusait d'exister était partie. À sa place se tenait Ange 6. Elle regarda Thorne. « Mon kit est à mon appartement. »
Nous avons un kit de traumatologie complet dans l'hélicoptère, dit Thorne. Nous partons dans 2 minutes. Clara hocha la tête. Elle fit un pas en avant, sa boiterie prononcée, mais son mouvement déterminé. « Holloway !» cria Prescott, retrouvant sa voix. « Vous ne pouvez pas partir. Vous êtes en service. Si vous franchissez ce qui porte, vous êtes viré. Vous m'entendez. Viré. » Clara s'arrêta. Elle se tourna lentement pour faire face au Dr. Prescott. Elle regarda l'homme qui l'avait rabaissé pendant 2 ans, l'homme qui avait moqué sa douleur et ignoré ses compétences. Elle s'approcha de lui. Elle fouilla dans sa poche, sortit son badge d'identification de l'hôpital et le laissa tomber dans la poche avant de sa blouse de laboratoire blanche immaculée. « Dr. Prescott, » dit-elle, sa voix froide et autoritaire. « Ce garçon dans la baie 1 a un pneumothorax sous tension. Décompressez-le à l'aiguille maintenant ou vous expliquerez à son père sénateur pourquoi il est mort. » Et quant à me virer, elle sourit d'un sourire froid et acéré. « Je démissionne. » Elle se tourna vers le capitaine Thorne. « Allons-y. » L'intérieur du MH-60M Black Hawk était un assaut sensoriel de bruit, de vibrations et l'odeur écrasante du carburant GP8, un parfum qui agit comme une machine à voyager dans le temps pour Clara. Au moment où les portes latérales se refermèrent et que l'hélicoptère vira brusquement à gauche, laissant l'horizon de Seattle derrière, l'hôpital cessa d'exister. Le Dr. Prescott, les internes impolis, les sols gris stériles. Ils étaient à une vie de distance. Le capitaine Thorne tendit un casque à Clara. Elle le mit sur ses oreilles, l'annulation active du bruit atténuant instantanément le rugissement des rotors en un bourdonnement sourd. Il désigna ensuite un sac de voyage sécurisé sur le filet de plancher près de ses pieds. « Nous avons apporté votre ancienne tenue, » dit Thorne, sa voix crépitant dans l'interphone. « Combinaison de vol, bottes et sac de traumatologie de niveau 2, standard. » Rix l'a gardé. Il a dit que vous reviendriez un jour. Clara regarda le sac, une boule se formant dans sa gorge. Le commandant Rix, l'homme actuellement en train de saigner sur une montagne, avait gardé son équipement pendant 7 ans. Elle détacha sa ceinture de sécurité, une violation du protocole de sécurité que Thorne ignora, et commença à retirer ses blouses bleues de hôpital. Elle ne se souciait pas de la pudeur. Elle était dans un fuselage rempli de Marines. Et pour eux, elle n'était qu'une autre pièce d'équipement essentielle, comme un fusil ou une radio. Elle enfila la combinaison de vol. Elle était un peu lâche. Elle avait perdu de la masse musculaire depuis sa décharge, mais le poids familier du tissu ressemblait à une armure. Elle lassa les bottes tactiques, grimaçant en serrant de la gauche sur le tissu cicatriciel de sa cheville. La douleur était vive, un rappel déchirant de la raison pour laquelle elle avait quitté le service, mais elle la repoussa dans une boîte mentale et en verrouilla le couvercle. « Situation actuelle, capitaine, » dit Clara, branchant ses communications au Jack Morrell. Sa voix avait changé. Le ton rauque et apologétique de l'infirmière Holloway avait disparu, remplacé par la cadence coupée et autoritaire du lieutenant-commandant Holloway. Thorne hocha la tête, appréciant le changement. Il sortit une tablette de son gilet et la lui passa. « Exercice d'entraînement dans les Cascades du Nord », expliqua Thorne, le visage sombre. L'unité était en reconnaissance, engagée dans la survie et l'évasion en haute altitude, mais quelque chose a mal tourné. Nous avons perdu le contact avec eux il y a 4 heures. Lorsque nous avons finalement rétabli le contact, l'opérateur radio était frénétique. Ils ont subi des tirs. Clara leva les yeux de la carte sur la tablette. Tir dans les Cascades. C'est une opération d'entraînement. C'est le rebondissement, dit Thorne sombrement. Ils sont tombés sur quelque chose qu'ils n'étaient pas censés voir. Culture illégale, trafiquant de drogue. Peut-être quelque chose de pire. Nous n'avons pas d'yeux sur les hostiles, mais ils sont lourdement armés. Ils ont abattu l'hélicoptère d'extraction, un Osprey. Il s'est écrasé durement dans un canyon en boîte connu sous le nom de Gorge du Diable. Le terrain est trop escarpé pour que nous puissions atterrir.
Nous devons planer et vous descendre par treuil. Clarara étudia la carte topographique. Les courbes de niveau étaient empilées les unes sur les autres. C'était un cauchemar vertical. Victims, 7 conformés au sol, 3 critiques. Le commandant Rix a reçu une balle dans l'abdomen et a des éclats de l'accident dans le cou. Le médecin-chef est mort. Rix est l'officier le plus haut gradé au sol, mais il est incapacité. Celui qui donne les ordres en ce moment est un caporal Lance nommé Sterling. Thorne fait une pause. Sterling est le fils du général Sterling. Le gamin est vert. Il panique et il crie pour Ange 6 parce que son père lui a raconté des histoires sur vous. Clarara ferma les yeux une seconde. Le fils du général, cela expliquait les 4 hélicoptères. La politique saignait toujours dans la guerre, mais Rix était de la famille. Combien de temps avant que nous soyons en position? 6 minutes. La voix du pilote coupa. La météo se détériore. Nous avons un front de blizzard venant du nord. La visibilité tombe à 0. Si nous ne vous déposons pas dans les 10 minutes, nous annulons la mission. Clarara regarda par le petit hublot. Le verre luxuriant des banlieues de Seattle avait cédé la place aux dents déchiquetées et enneigées des montagnes et des cascades. Des nuages gris tourbillonnaient autour des pics comme des requins encerclant d'une proie, où il sentit la vieille peur lui étreindre l'estomac. La dernière fois qu'elle avait été dans un hélicoptère au-dessus d'un terrain hostile, elle n'était pas partie à pied. Elle avait rampé. Flashback Kandahar 2018. La nuit était chaude, sentant le soufre et la pourriture. Le RPG était venu de nulle part, frappant le rotor de queue. La rotation avait été nauséabonde. L'impact brisa son monde et sa jambe. Elle se rappela être suspendue la tête en bas, le sang lui montant à la tête, regardant Rix traîner le pilote hors de l'épave en feu. Il était revenu pour elle. Il l'avait porté sur 5 kilomètres avec un dos cassé. Il lui avait sauvé la vie. « Madame !» La voix de Thorne la ramena au présent. Clarara le regarda. Ses mains tremblaient légèrement. Elle les serra en poing. « Je vais bien, mentit-elle. » Elle fouilla dans le sac de voyage et en sortit une petite pochette. À l'intérieur se trouvait son kit médical personnel, des lames d'intubation, des gaz de combat, des pansements thoraciques et une forte dose de morphine. Elle retroussa la manche de sa combinaison de vol pour vérifier sa montre, révélant le tatouage sur son avant-bras interne. Il était délavé maintenant, mais l'encre était toujours lisible. Une paire d'ailes enveloppant le numéro 6 avec la phrase latine « Ne crains pas ». Thorne le vit. Il tapota sa propre poitrine. « Les gars au sol, ils pensent que vous êtes un mythe. Vous savez, l'ange de Kandahar. Rix a gardé votre légende vivante. » « Les légendes n'arrêtent pas l'hémorragie, capitaine, » murmura Clarara, vérifiant le scellé d'une poche de solution saline. « Les garrots le font. »« 2 minutes !» cria le pilote. « Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs. » L'hélicoptère vira violemment à droite. Un bruit comme de la grêle frappant un toit en tôle éclata le long du fuselage, des balles impactant l'armure. « Verrouillés et chargés !» cria Thorne, tirant sur la poignée d'armement de sa carabine. Les autres Marines, dans la cabine, passèrent instantanément de passagers passifs à prédateurs mortels. Clarara agrippa la sangle supérieure. La vibration changea. L'hélicoptère ralentissait, entrant en vol stationnaire. Le tireur de porte du côté droit ouvrit le feu avec la minigun, le bruit assourdissant faisant vibrer les plombages dans les dents de Clarara. « Nous sommes au-dessus de la zone d'atterrissage !» cria le chef d'équipage, ouvrant la porte latérale. Un vent glacial et de la neige s'engouffrèrent dans la cabine, aspirant instantanément la chaleur. Clarara regarda en bas. À travers la neige tourbillonnante, elle vit l'épave de l'Osprey, un squelette de métal tordu fumant dans le ravin. Des traceurs volaient dans les 2 sens entre la lisière des arbres et le site de l'accident. « Il fait trop chaud pour atterrir !» cria le pilote. « Nous devons descendre en corde rapide. C'est votre tour en premier. Si nous restons ici, nous sommes morts. » Clarara détacha sa ceinture de sécurité. Elle attrapa son sac médical.
Elle boita jusqu'au bord de la porte ouverte et regarda en bas. C'était une chute de 18 mètres dans une zone de guerre. Sa mauvaise jambe élançait d'anticipation. Thorne lui attrapa le harnais d'épaule. « Vous êtes sûr de ça, Ange? » Clara regarda le chaos en bas. Elle vit une silhouette agiter une lumière stroboscopique. Rex. Elle baissa ses lunettes sur ses yeux. « Envoyez-moi. » La corde lui brûla les gants, une chaleur générée par le frottement qui luttait contre le fouet mordant de l'air de la montagne. Clara descendit vite, trop vite. La descente tactique était conçue pour des jeunes hommes avec des genoux sains, pas pour des femmes de 40 ans avec des broches en titane maintenant leurs tibias ensemble. Mais l'adrénaline est un anesthésique puissant. Clara se concentra sur le sol, se précipitant pour la rencontrer. 9 mètres, 6 mètres, 3 mètres. Elle évasa ses jambes, essayant d'atterrir sur son bon côté, mais le terrain irrégulier du ravin avait d'autres plans. Elle heurta une parcelle de schiste lâche et sa mauvaise jambe s'affaissa sous le poids du sac de traumatologie. Une douleur blanche et brûlante lui traversa la colonne vertébrale, l'aveuglant une seconde. Elle haleta, se mordant la lèvre si fort qu'elle sentit le goût du cuivre. « Bouge, tu dois bouger !» Des balles ricochèrent sur les rochers à quelques centimètres de sa tête. Le tireur d'élite dans la lisière des arbres avait vu l'insertion. « Feu de suppression !» cria une voix depuis l'épave. 3 Marines du site de l'accident surgirent de derrière le fuselage tordu de l'Osprey et déchaînèrent un mur de plomb vers les arbres. Cela donna à Clara les 3 secondes dont elle avait besoin. Elle rampa à 4 pattes, traînant le lourd sac médical à travers la boue et la neige, plongeant derrière la couverture du train d'atterrissage de l'Osprey. Elle fut instantanément entourée de l'odeur de fluide hydraulique brûlé et du goût métallique du sang. Vous avez réussi. Un jeune marine, le visage barbouillé de peinture de camouflage et de terre, lui attrapa le gilet et l'attira plus loin à couvert. Il avait à peine 20 ans. Ses yeux étaient grands, les pupilles dilatées par la terreur. « Je suis le caporal Sterling. Papa a dit que vous viendriez. » Clara lui attrapa le col, le tirant prêt pour être entendu au-dessus du rugissement de l'hélicoptère de combat au-dessus. « Où est le commandant Rex? Emmenez-moi à lui maintenant. » « Il est dans le fuselage. Il est mal en point, madame. Il est vraiment mal en point. » Sterling la conduisit plus profondément dans l'appareil brisé. L'intérieur était un cauchemar. Les lumières d'urgence rouges vacillaient, projetant des ombres stroboscopiques sur le carnage. 4 Marines étaient blottis en position défensive aux ouvertures déchiquetées de la coque. Au centre, allongé sur une couverture thermique, se trouvait le commandant David Rex. Clara tomba à genoux à côté de lui. Il avait l'air plus vieux qu'elle ne s'en souvenait. Ses cheveux étaient maintenant argentés et son visage était gris, de la couleur de la cendre mouillée. Un pansement improvisé était pressé contre son cou, imbibé de sang artériel rouge vif. Un autre bandage était enroulé autour de son abdomen. « Dave », Clara murmura, ses mains déjà en mouvement, enfilant des gants en nitrile bleu. Les yeux de Rex s'ouvrirent en papillon. Ils étaient brumeux, flous. Il cligna des yeux, essayant de dissiper le brouillard du choc. Quand il la vit, un sourire faible et tordu toucha ses lèvres. « Clara », il râla, du sang bouillonnant légèrement au coin de sa bouche. « Vous avez ignoré mon ordre direct de rester à la retraite. »« Je n'ai jamais été doué pour suivre les ordres, » dit-elle, sa voix stable malgré le chaos. Elle retira le pansement du cou. C'était une lacération dentelée, manquant la carotide de quelques millimètres, mais entaillant la jugulaire. Il perdait du sang rapidement, mais c'était contrôlable. La blessure abdominale, cependant, était le vrai tueur. « Sterling mettait de la pression ici. » Clara aboya, guidant les mains du jeune caporal vers la blessure au cou. « Ne relâchez pas. S'il saigne à mort, ce sera de votre faute. » Elle coupa la chemise de Rex. Une seule blessure par balle juste sous les côtes. Pas de sortie. Cela signifiait que la balle rebondissait à l'intérieur, déchirant les organes. Son estomac était distendu, hémorragie interne.
La pression est de 70/40, dit un marine à proximité avec un bras brisé, lisant un moniteur portable. Il s'effondre, madame. J'ai besoin de liquide, ordonna Clara. Commencez une ligne, calibre 18, grande ouvert. Soudain, la coque de l'Osprey résonna comme une cloche, clang. Un RPG avait impacté le nez de l'appareil à seulement 3 mètres. Poussière et débris s'abattirent sur eux. Il nous flanque, cria Sterling, retirant sa main du cou de Rex pour attraper son fusil. Ils descendent la crête. Gardez votre main sur la putain de blessure, Sterling, rugit Clara, le repoussant. Laissez les gars de Force Recon s'occuper de tirer. Votre travail est d'être un sac de sable. Ne bougez pas. Rex attrapa le poignet de Clara. Sa prise était étonnamment forte pour un homme mourant. Clara, il siffla. Écoutez-moi, l'ordinateur portable dans le cockpit. Vous devez le détruire. Pas maintenant, Dave, dit-elle, injectant de la morphine dans sa ligne infâme. Non, il essaya de s'asseoir, gémissant de douleur. Ce ne sont pas des trafiquants de drogue, ce sont des mercenaires. Black Ops, ils veulent le disque dur. Il contient des coordonnées du prototype. Clara se figea une fraction de seconde. L'histoire de l'exercice d'entraînement s'effondrait. S'ils l'obtiennent, Rex toussa violemment, ils tueront tout le monde pour le couvrir. Vous devez sauver le garçon. Sterling, sortez-le. Laissez-moi. Je ne vous laisserai pas, dit Clara, sa voix féroce. Elle se pencha près de son oreille. J'ai quitté un quart de travail avec Adrian Prescott pour être ici. Je ne rentrerai pas les mains vides. Vous allez vivre, Dave, même si je dois vous porter moi-même. Incoming! Cria quelqu'un. Le monde explosa. Un obus de mortier atterrit juste à l'extérieur de l'écoutille ouverte. L'onde de choc souleva Clara et la projeta contre la cloison. Sa tête heurta le métal et sa vision devint noire une seconde. Elle secoua la tête, combattant le sifflement dans ses oreilles. Elle leva les yeux. Sterling était au sol, hébété. Rex était inconscient et debout à la brèche dans la coque, silhouetté par la neige et les éclairs des armes, se trouvaient 3 figures. Ils ne portaient pas les vêtements dépareillés des trafiquants de drogue. Ils portaient des équipements tactiques haut de gamme, des lunettes de vision nocturne et portaient des SMG Vector silencieux. Mercenaires professionnels. L'un d'eux leva son arme, visant directement le fils du général inconscient. Clara ne réfléchit pas. Elle n'analysa pas. La mémoire musculaire de 1000 entraînements se déclencha. Elle était désarmée. Son statut médical la protégeait théoriquement, mais ces hommes ne se souciaient pas de la Convention de Genève. Elle attrapa la seule chose à porter, un pistolet de détresse du kit de survie d'urgence attaché au mur. Elle le leva et appuya sur la gâchette. La fusée frappa le mercenaire de tête en plein dans la plaque de poitrine. Elle ne pénétra pas, mais le phosphore s'enflamma avec une intensité blanche aveuglante, brûlant à 3000 degrés. L'homme hurla, laissant tomber son arme et se débattant alors que le feu engloutissait son gilet. Les 2 autres mercenaires tressaillirent, aveuglés par l'éclat soudain du magnésium dans leurs lunettes de vision nocturne. « Dégagez la porte !» cria Clara. Le capitaine Thorne descendit de l'écoutille du plafond, descendant sur une corde comme un dieu vengeur. Il atterrit sur le 2e mercenaire, son couteau de combat étincelant. L'équipe de secours était arrivée, mais Rex était en train de s'éteindre. « J'ai besoin de lumière. »« Quelqu'un me donne de la lumière !» cria Clara. L'échange de tirs s'était déplacé à l'extérieur du fuselage, mais Thorne et son équipe de Force Recon repoussaient les mercenaires sur la crête, lui offrant une bulle de sécurité. Mais à l'intérieur de l'épave, la guerre était biologique. Le cœur de Rex s'était arrêté. « Commencez les compressions !» cria Sterling, retrouvant enfin son courage. Il commença à pomper la poitrine de Rex. « Trop vite, ralentissez !» Clara le corrigea. « Laissez la poitrine reculer. » Elle se précipita vers son sac. Elle devait faire une thoracotomie, ouvrir sa poitrine pour clamper l'aorte
et arrêter l'hémorragie abdominale assez longtemps pour l'emmener à l'hôpital. Mais faire cela dans une épave d'hélicoptère gelée et sale était de la folie. C'était un suicide. « Il est mort si vous ne le faites pas », chuchota sa voix intérieure. « Donnez-moi le scalpel », Clara ordonna au marine avec le bras cassé, et la bétadine, versée en partout. Elle déchira le reste de la chemise de Rex. « Que faites-vous » demanda Sterling, essoufflé par le massage cardiaque. « Je vais clamper son aorte », dit calmement Clara. « Arrêtez les compressions. Il n'a pas de pouls. Je sais, c'est pourquoi je l'ouvre. » Elle fit l'incision, une longue coupe verticale au centre de sa poitrine. Le sang ne coula pas. Sa pression était nulle. Elle utilisa un écarteur de côtes du kit de sauvetage lourd pour fracturer le sternum. Le bruit de l'os qui se brisait fit vomir Sterling, mais il tint la lampe de poche fermement. Clara plongea sa main dans la cavité thoracique de l'homme qu'elle avait aimé comme un frère pendant 20 ans. Ses mains étaient chaudes à l'intérieur de son corps, un contraste saisissant avec le vent glacial hurlant à l'extérieur. Elle trouva l'aorte descendante. Elle la pinça avec ses doigts, la pressant contre la colonne vertébrale. « Et puis 1 milligramme » cria-t-elle. Le marine avec le bras cassé tâtonna avec la seringue et l'injecta dans la ligne F. Clara serra le cœur manuellement. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il se sentait comme un oiseau mort dans sa main, toujours mou. « Allez, Dave » siffla-t-elle. « Ne meurs pas sur moi. Pas ici, pas dans la neige. » Elle serra de nouveau. Thump, un faible battement contre sa paume. « J'ai un rythme » cria-t-elle. « Allez. » Thump, thump. Le cœur commença à battre de lui-même, luttant, irrégulier, mais battant. En clampant l'aorte, elle avait redirigé tout le sang restant vers son cerveau et son cœur, sacrifiant le bas du corps pour l'instant. « Le pouls est de retour » cria le marine. « Faible mais palpable. Nous devons le bouger » dit Clara, retirant sa main, mais gardant la pince en place avec une paire de pinces chirurgicales. « Maintenant, si nous attendons, il meurt d'hypothermie. » Elle activa son casque. Thorne statue. Les hostiles reculent, mais ils se regroupent pour une forte poussée. La voix de Thorne était essoufflée. Nous avons une fenêtre de 3 minutes avant qu'il n'amène un calibre .50. Le paquet est-il prêt à bouger? Le paquet est critique mais stable, répondit Clara. Nous avons besoin d'une extraction par treuil maintenant. La météo est à visibilité 0, Ange, le pilote coupa. Je ne vois pas le pont. Suivez ma voix, cria Clara. Je lâche de la fumée verte. Elle attrapa une cartouche de fumée et la jeta par l'écoutille arrière. Une épaisse fumée verte s'échappa instantanément, emportée par le vent, mais suffisamment visible. Le rugissement du Black Hawk augmenta. Le courant descendant les renversa presque. Le panier fut descendu. « Mettez-le dedans » ordonna Clara. Ils chargèrent Rex dans le panier de sauvetage. Ce fut une lutte maladroite et désespérée. Clara dut courir le long du panier pendant qu'il le traînait, vérifiant la pince qui sortait de sa poitrine. Alors que le panier décollait du sol, une balle ricocha sur le rail métallique. « Allez, allez, allez » cria Thorne, tirant un feu de suppression avec son SAW. Clara accrocha son propre mousqueton au câble de treuil au-dessus du panier. Elle n'allait pas monter séparément. Elle devait surveiller Rex à chaque seconde de l'ascension. Ils décollèrent du sol, se balançant violemment dans le vent. Clara enroula ses jambes autour du panier, protégeant la poitrine ouverte de Rex avec son propre corps. En dessous d'eux, le ravin était un spectacle de lumière strassante. Au-dessus d'eux, le ventre sombre de l'hélicoptère promettait la sécurité, mais alors qu'ils atteignaient la moitié du chemin, à 15 mètres dans les airs, le treuil se bloqua. Ils s'arrêtèrent net, suspendus dans le vide. « Bloqué !» cria le chef d'équipage dans les communications. « Panne hydraulique sur le treuil secondaire. Je ne peux pas vous remonter. » Clara regarda en bas. Les mercenaires sortaient des arbres.
Ils regardaient en haut. Ils étaient des cibles faciles. Manivelle manuelle? Cria le pilote. Qui est de la manivelle manuelle? Ça prendra 4 minutes, cria le chef d'équipage en retour. Nous n'avons pas 5 minutes. La voix de Thorne coupa depuis le sol. Ils mettent en place une grenade propulsée par roquette. Vous êtes la cible. Clara regarda Rix. Ses yeux étaient ouverts à nouveau. Il la regardait. Coupez la ligne, il murmura. Sauvez-vous. Clara regarda le câble. Elle regarda la porte ouverte de l'hélicoptère au-dessus où le chef d'équipage tournait frénétiquement une manette. Elle regarda en bas les hommes visant le RPG. Elle fouilla dans son gilet et sortit son arme de poing, un Beretta M9 standard qu'on lui avait donné dans l'hélicoptère. Elle n'allait pas couper la ligne. Elle visa la forme sombre du tireur de RPG dans la neige à 15 mètres en dessous. Elle prit une profonde inspiration, chronométrant le balancement du câble. Ne crains pas, elle tira. Le recul du Beretta frappa la paume de Clara, un claquement sec dans l'air glacial. 15 mètres plus bas, le mercenaire visant le RPG s'effondra dans la neige. La roquette non guidée se lança inoffensivement dans ce ciel et explosa contre la paroi du canyon dans une gerbe d'étincelles inutiles. « Claire! Nous sommes Claire! » cria Clara dans son casque, bien que le vent emportât les mots. Le treuil manuel gémit un terrible grincement métal sur métal qui vibra le long du câble d'acier et dans ses os. Pouce par pouce agonisant, le panier s'éleva. Clara garda ses jambes étroitement enroulées autour du cadre, son corps agissant comme un bouclier humain contre le vent mordant et toute balle perdue venant du sol. Ses yeux, cependant, ne quittèrent jamais la poitrine du commandant Rix. La pince aortique glissait. La vibration de l'ascension faisait bouger l'instrument chirurgical. Si elle se détachait, Rix saignerait la mort en quelques secondes, son cœur pompant sa vie restante dans la cavité thoracique qu'elle venait d'ouvrir. « Stable! » cria Clara au chef d'équipage, alors que sa tête passait le plancher du Black Hawk. « Ne le secouez pas. » Des mains fortes agrippèrent son gilet tactique. Le capitaine Thorne et le chef d'équipage tirèrent le panier dans la cabine avec un effort qui lui disloqua presque l'épaule. Ils firent glisser le panier sur le plancher en tôle striée, le sécurisant instantanément. « Pilote, sortez-nous d'ici! » Thorne rugit. « Vol à basse altitude! Restez bas! » Le Black Hawk vira violemment, plongeant par-dessus la ligne de crête pour échapper à la zone de mise à mort. La force G pressa Clara contre le sol, mais elle ne lâcha pas la pince. « J'ai besoin de lumière, » aboya-t-elle. Il fibrilla à nouveau. La cabine fut baignée de la lueur rouge des lumières tactiques. C'était un bloc opératoire de cauchemar. L'hélicoptère tremblait, la pression atmosphérique fluctuait, et le patient était techniquement mort, maintenu en vie seulement par un morceau d'acier pinçant une artère majeure. Le caporal Sterling, le fils du général, était blotti dans le coin, fixant Clara avec des yeux grands et terrifiés. Il venait de voir une infirmière d'âge moyen, avec une boiterie descendre une corde, effectuer une chirurgie à cœur ouvert dans une épave et tirer sur un homme depuis un câble suspendu. « Est-ce qu'il va s'en sortir? » bégaya Sterling. « Tenez cette poche d'hiver, » ordonna Clara, ignorant la question. « Pressez-la. Chaque fois que je hoche la tête, vous pressez. Comprenez-vous? »« Oui, madame. » Clara regarda le moniteur. Les signes vitaux de Rix étaient erratiques. Elle devait stabiliser la pince et emballer la poitrine. « Thorne, mettez-moi en communication avec l'hôpital receveur, » dit Clara, ses mains profondément dans la cavité thoracique, ajustant la gaz de compression. « Nous n'allons pas à la base. Il ne survivra pas au vol vers Madigan. Nous devons retourner à Seattle. »« Négatif, Ange, » dit Thorne, écoutant son oreillette. « Le commandement dit que le paquet est trop sensible. L'ordinateur portable, les données, nous ne pouvons pas apporter cela dans un secteur civil. » Clara leva les yeux, son visage barbouillé de graisse et de sang. Ses yeux étaient furieux.
Je me fiche de l'ordinateur portable, capitaine. Je me soucie de l'homme qui m'a sauvé la vie à Kandahar. Il a une aorte clampée et un pneumothorax sous tension. L'hôpital général de Seattle est à 6 minutes. Madigan est à 20. Si nous volons à la base, vous atterrirez avec un cadavre. Voulez-vous expliquer au général Sterling pourquoi le sauveur de son fils est mort à cause du protocole? Thorne hésita. Il regarda Rex puis Clara. Il vit le feu dans ses yeux, le même feu qui lui avait valu la Navy Cross. Il activa sa radio. Commandement, ici Dagger Helms. Nous déclarons une urgence médicale. Détournement vers l'hôpital général de Seattle. Pilote, fonce. Compris, répondit le pilote, et les moteurs gémirent alors qu'il poussait la manette des gaz à fond. Clara se reconcentra sur la blessure. Restez avec moi, Dave. Nous sommes presque à la maison. Le vol fut un flou d'alarme et de mesures désespérées. 2 fois, la pression de Rex chuta au plus bas. 2 fois, Clara dut masser manuellement son cœur, sa main pompant rythmiquement la vie à travers ses veines, tandis que les Marines regardaient en silence respectueux. Alors que l'horizon de Seattle apparaissait, l'héliport de l'hôpital était déjà éclairé. Mais alors qu'ils approchaient, Clara vit quelque chose qui fit bouillir son sang. L'héliport était vide de personnel médical. Des gardes de sécurité bloquaient les portes. Ils ne sont pas prêts pour nous, réalisa Clara. Prescott a bloqué l'atterrissage. Il quoi? Grogna Thorne. Dr. Prescott, c'est le chef des traumatismes. Il pense probablement que c'est un coup de pub. Thorne actionna la culasse de son fusil. Posez-le, pilote. Si quelqu'un se met en travers de son chemin, je les éliminerai. Le Black Hawk vira au-dessus du toit de l'hôpital, le souffle soulevant des débris. Les roues claquèrent sur le H-pain. Avant même que les rotors ne ralentissent, Thorne ouvrit la porte d'un coup de pied. Il sauta, son arme tenue basse mais prête, son équipe se déployant pour sécuriser le périmètre. Les gardes de sécurité de l'hôpital, qui avaient reçu l'ordre de refuser l'accès, jetèrent un coup d'œil aux Marines du Force Recon et reculèrent. Main levée. Clara se détacha. Elle attrapa le côté du brancard. Bougeons. À mon compte. 1, 2, 3. Ils précipitèrent Rex hors de l'hélicoptère. Le vent hurlait, fouettant les cheveux de Clara sur son visage. Elle boitait lourdement, sa mauvaise jambe criant de protestation, mais elle ne ralentit pas. Elle courait le long du brancard, sa main tenant toujours la pince à l'intérieur de la poitrine de Rex. Ils franchirent les portes d'accès au toit et entrèrent dans l'ascenseur de traumatologie. Baie de traumatologie 1, ordonna Clara. Et quelqu'un alerte Prescott. Dites-lui que s'il n'est pas là dans 30 secondes, je fais la chirurgie moi-même. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un dingue à l'étage des urgences, révélant une scène de confusion totale. Le personnel avait entendu l'hélicoptère, mais personne ne savait ce qui se passait. Quand Clara Holloway surgit, flanquée de 4 Marines lourdement armés et poussant un brancard avec un homme dont la poitrine était littéralement ouverte, tout l'étage se figea. Le docteur Adrian Prescott se tenait au poste des infirmières, tenant un café, riant avec un interne. Il se retourna et le sourire mourut sur son visage. Il vit Clara, mais ce n'était pas la Clara qu'il connaissait. Elle portait une combinaison de vol couverte de boue et de sang. Ses cheveux étaient ébouriffés. Elle se déplaçait avec une intensité terrifiante, la boiterie dans sa démarche ressemblant maintenant à l'allure d'un prédateur blessé plutôt qu'à un handicap. « Hors de mon chemin !» cria Clara, sa voix résonnant dans ce couloir. « Holloway !» bégaya Prescott, laissant tomber sa tasse de café. Elle se brisa, éclaboussant de liquide chaud ses chaussures blanches immaculées. « Que signifie ceci? Vous avez démissionné. Vous ne pouvez pas juste... » Patient est un homme, 52 ans, blessure par balle à l'abdomen, traumatisme pénétrant au cou, thoracotomie d'urgence effectuée sur le terrain.
Clara Hara récita le rapport avec la précision d'une mitrailleuse alors qu'elle passait devant lui. L'aorte est clampée. J'ai besoin de la salle d'opération préparée maintenant. Typage et compatibilité croisées pour 10 unités de O négatif. Appelez l'équipe vasculaire. Elle ne s'arrêta pas pour demander la permission. Elle ne baissa pas les yeux. Elle conduisit le brancard directement dans la salle de traumatologie 1. Prescott courut après eux, son visage rouge d'indignation. « Sécurité, arrêtez-la. Elle pratique la médecine sans licence. C'est une infirmière. » Il tendit la main pour attraper le bras de Clara Hara alors qu'elle transférait Rex sur le lit d'hôpital. Avant que ses doigts ne puissent effleurer sa combinaison de vol, le capitaine Thorne intervint. Le géant Marine ne cria pas. Il plaça simplement une main gantée sur la poitrine de Prescott et le poussa contre le mur assez fort pour lui couper le souffle. « Retouchez-la, dit Thorne, sa voix tombant à un grognement subsonique, et vous aurez besoin d'un chirurgien traumatologue. »« C'est mon hôpital, siffla Prescott, et c'est mon officier commandant sur cette table, répondit Thorne, et c'est la seule raison pour laquelle il respire encore. Vous prendrez ses ordres ou vous vous retirerez. » Prescott regarda autour de lui. Tout le personnel des urgences, Sarah, Davis, les infirmières, les aides-soignants, regardaient. Ils ne regardaient pas Prescott avec la peur ou l'admiration habituelle. Ils regardaient Clara Hara. Ils regardaient la femme qu'ils avaient ignorée pendant des années, commandant maintenant une pièce pleine de soldats des forces spéciales. « Dr. Prescott, » dit Clara Hara, ne levant pas les yeux alors qu'elle connectait Rex au moniteur de l'hôpital. « J'ai besoin d'un chirurgien vasculaire pour réparer l'aorte. Allez-vous vous préparer ou dois-je appeler quelqu'un de compétent? » L'insulte planait dans l'air, acérée et brutale. Prescott ravala sa fierté. Il vit la poitrine ouverte. Il vit la pince. Il réalisa, avec un sentiment de défaite, le niveau de compétence qu'il fallait pour effectuer cette procédure dans un hélicoptère en vol stationnaire. Il regarda les mains de Clara Hara. Elles étaient aussi fermes qu'un roc. « Je vais me préparer, » murmura Prescott. « Bien, dit Clara Hara, mais je suis le chef sur ce cas. Vous réparez le vaisseau, je gère le patient. C'est très irrégulier. Faites-le. » Les 4 heures suivantes furent un flou. Clara Hara ne quitta pas la salle d'opération. Elle se tenait à la tête de la table, surveillant l'anesthésie, dictant les produits sanguins et guidant les mains de Prescott lorsque son arrogance le rendait négligent. Pour la première fois de sa carrière, Adrian Prescott était l'assistant. Quand le dernier point de suture fut jeté et que Rex fut transféré aux soins intensifs, Stab, Clara Hara reculait enfin. Elle retira ses gants ensanglantés. Son adrénaline chuta. Sa jambe lâcha. Elle trébucha, mais elle ne tomba pas. Le capitaine Thorne la rattrapa. « Je vous tiens, Ange, dit-il doucement. » Ils la firent sortir du bloc opératoire et l'amenèrent dans la salle d'attente. La pièce était pleine, non pas de patients, mais d'uniformes. Le général Sterling, le père du garçon que Clara avait sauvé, était là. C'était un homme terrifiant avec 4 étoiles sur l'épaule, connu pour manger des quenelles au petit déjeuner. À ses côtés se tenait le directeur de l'hôpital et le reste du conseil d'administration. Lorsque Clara entra, s'appuyant sur Thorne, la pièce devint silencieuse. Le général Sterling s'approcha d'elle. Il regarda son fils, le caporal Sterling, qui était assis dans un fauteuil roulant à proximité avec une couverture autour de lui. Le garçon hocha la tête vers son père, les larmes aux yeux. Le général se tourna vers Clara Hara. Il ne lui serra pas la main, il la salua. Ce fut un salut lent et délibéré. Derrière lui, les 20 autres Marines dans la pièce se mirent au garde à vous. « Lieutenant-commandant Holloway, » dit le général, sa voix chargée d'émotion, « mon fils me dit que vous êtes allé en enfer pour les récupérer. »« Je fais juste mon travail, monsieur, » dit Clara Hara, sa voix. « Non, » dit le général, « vous avez fait plus que le travail. Vous avez sauvé la vie de 7 Marines.
Vous avez sécurisé des renseignements qui en sauveront des milliers d'autres. Et vous l'avez fait pendant que cela, il désigna d'un geste dédaigneux les administrateurs de l'hôpital, pendant que cette institution vous traitait comme une servante. Il se tourna vers le directeur de l'hôpital, un homme en sueur dans un costume bon marché. Saviez-vous que vous aviez une récipiendaire de la Navy Cross qui nettoyait vos sols? Le directeur bégaya. Nous, les dossiers du personnel sont confidentiels. C'est une héroïne, aboya le général. Et à partir de ce moment, elle est réactivée. La marine la veut de retour. Le corps la veut de retour. Elle ne videra plus de bassin pour vous. Il se tourna de nouveau vers Clarara. Si vous le voulez, Clarara, les postes d'instructeur en chef au Centre interarmé de formation médicale des opérations spéciales est à vous. Grade de colonel. Clarara regarda le général, puis elle regarda le coin de la pièce. Le Dr. Prescott se tenait là. Il avait l'air petit, vaincu. Il avait regardé toute la scène. Il réalisa que la femme qui l'avait intimidé, la femme qu'il avait appelée lente, était un géant qu'il n'avait pas réussi à reconnaître. Clarara lâcha le bras de Thorne. Elle se tint sur ses deux pieds, grimaçante de douleur, mais se tenant droite. Elle regarda Prescott. Elle ne se vanta pas, elle ne cria pas. Elle lui offrit juste un petit sourire de pitié. « Je pense que je vais accepter cette offre, général, dit Clarara. Mais d'abord, j'ai une dernière chose à régler. » Elle se dirigea vers le poste des infirmières, où sa vieille clé de casier était toujours dans sa poche. Elle la sortit et la plaça sur le comptoir. Sarah, la jeune infirmière qui avait été gentille avec elle, pleurait des larmes de joie. « Au revoir, Sarah, dit Clarara doucement. Ne les laissez pas vous malmener. » Elle se tourna et marcha vers la sortie, flanquée du général et du capitaine Thorne. Les portes automatiques s'ouvrirent, laissant entrer l'air frais de la nuit. Le bruit du Black Hawk sur le toit avait disparu, mais le silence qu'elle laissait derrière elle était plus fort que n'importe quel moteur. L'infirmière silencieuse était partie. Ange 6 était revenu, et alors qu'elle marchait dans la nuit pour la première fois en 7 ans, elle ne sentit pas la douleur dans sa jambe. Elle ne sentit que le vent sous ses ailes. La légende d'Ange 6 ne se termina pas cette nuit-là. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Le commandant Rex se rétablit complètement, prenant finalement sa retraite dans une cabane près du centre d'entraînement où Clarara enseignait la prochaine génération de médecins de combat. Le Dr. Prescott démissionna un mois plus tard, sa réputation en lambeaux, incapable d'inspirer le respect dans un service d'urgence qui savait qu'il avait rabaissé une légende. Clarara Holloway prouva que les héros ne portent pas toujours des capes et ne courent pas toujours. Parfois, ils boitent. Mais quand l'appel arrive, quand le ciel se déchire et que les rotors hurlent, ils volent. Elle n'était plus définie par sa blessure, mais par les vies qu'elle refusait de lâcher. Au final, les cicatrices que nous portons ne sont pas des signes de faiblesse, mais la preuve que nous avons survécu pour nous battre pour les autres. Si cette histoire de rédemption et de bravoure de Clarara vous a ému, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Nous vous apportons les drames militaires les plus puissants et des histoires inspirées de la vie réelle chaque semaine. N'oubliez pas de partager cela avec vos amis et de commenter Ange 6 ci-dessous. Si vous voulez voir une suite sur son temps en tant qu'instructrice, cliquez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer un sauvetage.